Vous êtes sur CCTV français, bonjour à tous. Nous ouvrons ce journal avec de nouvelles mesures adoptées par le gouvernement chinois. Les députés ont adopté une série de lois à la fin de la longue semaine de la session bimensuelle qui se tient à Beijing. Parmi les lois adoptées par le comité permanent de l'Assemblée populaire nationale, on retrouve la première loi antiterroriste de Chine. Celle-ci entrera en vigueur à partir du 1er janvier 2016. Le passage de la législation spéciale antiterroriste se base sur le corpus de lois actuelles. L'adoption d'une telle loi est une réponse aux besoins dans la lutte contre le terrorisme et rappelle la responsabilité de la Chine au sein de la communauté internationale. La loi adoptée apportera un support légal et des garanties pour le pays dans la lutte contre les activités terroristes, dans le maintien de la sécurité publique au niveau national et dans la sécurité des biens des citoyens. La loi renforcera enfin la coopération antiterroriste au sein de la communauté internationale. La série de lois établit les principes de base des opérations de lutte antiterroriste, tout en renforçant les mesures de prévention, les systèmes de traitement et de sanctions, ainsi que la coopération internationale. Han Wei-shing a indiqué que la nouvelle loi était une réponse à la menace terroriste grandissante en Chine et partout dans le monde. Il a par ailleurs rappelé qu'il était désormais essentiel de lutter contre le terrorisme à l'intérieur du pays, tout en apportant une aide au maintien de la sécurité globale. Les autorités ont également précisé que les informations partagées par les entreprises technologiques avec le gouvernement durant les enquêtes antiterroristes n'iront jamais à l'encontre des intérêts commerciaux, ni n'empiéteront sur les droits de l'homme. Ces nouvelles mesures législatives n'affecteront pas le cours normal de l'exploitation des entreprises. Et nous n'utiliserons jamais ces lois pour mettre en place des moyens détournés qui violeront les droits de propriété intellectuelle des entreprises concernées. Nous rappelons que ces lois ne limiteront pas non plus la liberté d'expression sur Internet, ni les croyances religieuses des citoyens. La nouvelle loi antiterroriste a été incluse dans la stratégie nationale de sécurité. Elle entrera en vigueur en janvier. Voyons maintenant ce qu'elle contient. Le terme terrorisme est défini comme toute proposition ou activité qui, par des moyens de violence, sabotage ou menace, vise à réaliser des objectifs politiques ou idéologiques. La loi propose la création d'un organe de direction nationale pour la lutte antiterroriste. Celui-ci sera chargé de l'identification des activités et individus liés au terrorisme et de la coordination à l'échelle nationale de la lutte contre le terrorisme. L'État fournira le soutien financier aux régions clés, où les forces antiterroristes seront établies par la sécurité publique, les autorités nationales de sécurité, ainsi que les forces armées. Par ailleurs, un centre national de renseignement sera créé afin de coordonner l'activité interdépartementale et transrégionale de renseignement sur le terrorisme. Selon la nouvelle loi, les opérateurs de télécommunications et les fournisseurs d'accès à Internet fourniront soutien et assistance technique, dont le décryptage, à la police et aux autorités dans la prévention et les investigations d'activités terroristes. Ces fournisseurs devront de plus empêcher la dissémination de l'information sur le terrorisme et l'extrémisme. L'obligation de fournir leurs clés de chiffrement aux autorités a été supprimée de la version finale de la loi. Un autre résultat notable de la réunion de l'organe législatif suprême du pays est le changement dans la loi sur le planning familial. Les députés ont adopté un amendement mettant officiellement un terme à la politique de l'enfant unique qui dure depuis déjà plusieurs décennies. Et cela intervient après des efforts visant à faire face à la chute de la main-d'œuvre et à une population vieillissante. Les députés chinois ont donné le feu vert dimanche à l'amendement. À compter du 1er janvier 2016, la Chine va autoriser tous les couples à avoir 2 enfants. La mise en œuvre de la nouvelle politique permettra d'optimiser la structure de la population, de renforcer la force de travail et de ralentir la tendance au vieillissement de la population. La politique permettra également de promouvoir une croissance équilibrée de la population tout en donnant un nouvel élan au développement économique. La politique chinoise un couple un enfant a, selon les estimations, empêché environ 400 millions de naissances, réduisant la pression sur les ressources et l'environnement. Mais cela a également mené à un certain nombre de problèmes sociaux, en particulier une diminution de la force de travail et un vieillissement de la population. Plus de 15% de la population du pays est âgée de plus de 60 ans et la population en âge de travailler
est désormais en baisse. Actuellement, il y a 140 millions de femmes en âge d'avoir un enfant qui en ont déjà élevé un. Une fois que la nouvelle loi prendra effet, ce sont environ 90 millions d'entre elles qui devraient avoir un second enfant. Les législateurs ont supprimé une section très controversée du texte à l'étude. La procréation pour autrui, sous toutes ses formes, sera interdite en Chine. Lors des débats, une disposition de la loi à l'étude interdisant le commerce de sperme, d'ovules fertilisés et d'embryons a suscité une réaction très vive. La procréation pour autrui sous toutes ses formes sera donc prohibée. De nombreux législateurs désapprouvent. Les dispositions relatives à l'interdiction de la procréation pour autrui ont déclenché la polémique parmi les législateurs. Certains ont avancé que l'amendement devait se concentrer sur la politique des 2 enfants et que la procréation pour autrui était un problème complètement différent qui demandait à faire l'objet d'une étude distincte. Je pense que notre priorité est de mettre en place la politique des 2 enfants. La procréation pour autrui est une question très complexe qui implique de nombreux problèmes éthiques et techniques. Il nous faut mener des études et des débats plus poussés. La seconde préoccupation pour de nombreux législateurs est de faire en sorte que la nouvelle loi n'affecte pas les aides reçues par l'ancienne génération qui a respecté la précédente loi de planning familial. Il est nécessaire que la loi soit cohérente. Le nouveau texte devrait protéger les parents qui n'ont qu'un enfant et les parents dont l'enfant unique est handicapé ou décédé. Mais afin d'opérer une transition en douceur de la politique de l'enfant unique à celle des 2 enfants, le gouvernement devra également prendre des mesures dans les domaines de l'éducation, de la sécurité sociale, de l'emploi et organiser une distribution appropriée des services publics. Les députés ont adopté la première loi de la Chine sur les violences domestiques, un tournant qui va désormais placer les victimes de ces abus sous protection. La loi entrera en vigueur en mars prochain. La violence domestique est définie comme une blessure physique, psychologique ou autre infligée par des membres de la même famille à l'aide de coups, de restrictions ou de limites imposées à la liberté physique, ainsi que via des invectives récurrentes et des menaces verbales. Selon la nouvelle loi, les victimes d'abus et les personnes en danger immédiat peuvent déposer une demande de protection personnelle, sur laquelle le tribunal doit se prononcer dans un délai de 72 heures. La loi s'applique également aux personnes vivant en cohabitation, c'est-à-dire les personnes étant pas liées mais habitant ensemble. La nouvelle loi clarifie les responsabilités des différents groupes, gouvernements, institutions locales, écoles et établissements médicaux. Les départements du gouvernement, l'institution judiciaire et les associations de femmes vont organiser des formations sur le sujet et travailler sur les statistiques de violences domestiques. L'établissement de lois contre les violences domestiques ne vise pas à briser les familles, mais à les protéger. Sur la base de tels objectifs législatifs, la prévention est plus importante que le reste. La loi peut clarifier le rôle de tous les acteurs. La Corée du Sud et le Japon sont parvenus à un accord au sujet des esclaves sexuels utilisés pendant la Seconde Guerre mondiale. On les appelait alors femmes de confort. L'accord a été conclu lundi à l'occasion d'une rencontre des diplomates des 2 pays à Séoul. Le ministre sud-coréen des Affaires étrangères Yoon Byung-se a déclaré l'accord final et irréversible si le Japon reconnaissait les faits. Son homologue japonais Fumio Kishida a évoqué la profonde responsabilité de son pays dans cette affaire. Le Japon a accepté de payer une compensation d'1 milliard de yens, soit environ 8,7 millions de dollars. Kishida a également rapporté les paroles du Premier ministre japonais Shinzo Abe, qui a prié les victimes d'accepter ses excuses et son profond repentir. Et concernant le problème des esclaves sexuels, le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Lu Kang, a déclaré que le Japon devrait réfléchir à son passé impérialiste et traiter la question d'une façon responsable. L'esclavage sexuel forcé a été un grave crime anti-humanitaire contre les peuples des pays asiatiques. Il a été perpétré pendant la Deuxième Guerre mondiale par l'armée impériale japonaise. La Chine a toujours insisté pour que le Japon affronte cette question avec intégrité et réfléchisse sur son passé impérial afin qu'il puisse traiter la question d'une manière adéquate et responsable.
Nous espérons que l'amélioration des relations Japon-Corée du Sud contribuera à la stabilité régionale et au développement. Et nous espérons aussi qu'il mènera le Japon à suivre la voie du développement pacifique. Les historiens ont estimé que pendant la Seconde Guerre mondiale, l'armée japonaise avait imposé par la force à plus de 200 000 femmes un système d'esclavage sexuel à l'intérieur de la péninsule coréenne. Seulement 46 de ces femmes sont encore vivantes, selon le dernier recensement effectué par le gouvernement sud-coréen. L'épineux sujet agite depuis longtemps déjà les relations entre la Corée du Sud et le Japon. Le mois dernier, la présidente Park Geun-hye a exhorté le Japon à trouver une solution définitive à cette page sombre de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. Lors de sa dernière rencontre avec le Premier ministre japonais Shinzo Abe à Séoul, la présidente sud-coréenne avait par ailleurs insisté sur le fait que le Japon devait trouver une solution qui serait acceptée à la fois par les victimes et le peuple coréen dans son ensemble. Les deux gouvernements ont mené plusieurs concertations depuis, mais aucune n'a abouti à une solution définitive. La Corée du Sud n'est pas le seul pays à avoir subi le système de l'esclavage sexuel. De nombreuses femmes originaires des anciens territoires occupés par le Japon, telles que la Chine, les Philippines et l'Indonésie, ont elles aussi été victimes de ce cruel système. La plupart d'entre elles étaient enlevées de chez elles ou trompées par de vaines promesses de trouver un emploi ailleurs, dans l'industrie ou la restauration. Une fois recrutées, ces femmes étaient retenues en captivité dans les maisons closes de l'armée. L'armée irakienne a déclaré avoir repris la ville de Ramadi des mains des combattants de l'État islamique, après avoir repris le contrôle du siège du gouvernement dans le centre-ville. Ramadi se trouve à 110 km à l'ouest de la capitale irakienne Bagdad et le centre administratif de la province, principalement sunnite, d'Anbar. La reprise de Ramadi est le premier succès majeur des forces irakiennes, entraînées par les États-Unis depuis que la ville était tombée en mai aux mains des militants de l'État islamique. Les troupes irakiennes ont débuté leur offensive la semaine dernière, après avoir encerclé la ville pendant des semaines. Elles ont effectué leur dernière poussée dimanche. Les autorités irakiennes n'ont pas encore livré le bilan des victimes de cette bataille. Selon le gouvernement, la plupart des civils avaient été évacués avant l'assaut. La prochaine cible sera la ville de Mossoul, dans le nord du pays, et seconde plus grande ville d'Irak. Le ministère du Commerce a annoncé que la Chine était devenue un géant du commerce en 2015. Le pays attire de nouveaux capitaux du monde entier et accélère le rythme de son investissement. Les investissements directs de la Chine à l'étranger ont augmenté de 14,2% en 2014, soit le troisième taux mondial pour la troisième année d'affilée. Les IDE devraient atteindre 135 milliards de dollars en 2015, tandis que les investissements de la Chine à l'étranger atteindront près de 128 milliards de dollars. Le commerce domestique a également enregistré une forte croissance. Le commerce de détail en ligne devrait cette année s'établir à 4 000 milliards de yuan. Les ventes de détail totales de biens de consommation sont attendues à 30 000 milliards de yuan et la consommation représente environ 60% du PIB. En termes de commerce extérieur, les exportations chinoises ont cru de 6,5% et leur part dans le marché mondial est passée de 10,4% en 2010 à 13,2% en 2015, soit un résultat supérieur à ceux des principales économies mondiales. La principale institution chinoise de planification a infligé une amende de plus de 400 millions de yuan à 8 transporteurs maritimes en raison de leurs pratiques monopolistiques dans le transport de fret. Ces 8 compagnies contrôlent l'essentiel du marché chinois. Selon la Commission nationale du développement et de la réforme, l'enquête a révélé que 8 compagnies se sont mises d'accord pour se répartir entre elles le marché. Elles se sont entendues pour rester sur leur propre territoire et ne pas faire concurrence aux autres sur le leur. De cette manière, elles ont été en mesure de contrôler le processus de fixation des prix. Les automobiles représentent la majorité du transport de fret et les prix fixés dans le transport ont poussé à la hausse le prix des véhicules vendus en Chine. La Commission nationale du développement et de la réforme a déclaré que l'amende se révélerait importante pour la Chine. Tout d'abord, il peut protéger l'ordre du marché consolidé du fret, ce qui ramènera les prix du transport à des niveaux normaux. Ensuite, il peut avoir pour effet de réduire les prix pour les compagnies commerciales et de bénéficier aux consommateurs.
Dans les affaires, chaque entreprise lutte pour obtenir une plus grande part de marché. Mais les 8 entreprises de transport condamnées à verser une amende pour avoir voulu se créer un monopole sur le marché chinois ont travaillé ensemble pour conserver des profits élevés pour elles-mêmes. Et ce ne sont pas seulement les entreprises qui ont été touchées, mais aussi les consommateurs. Les cargos roulants font référence aux objets qui circulent sur roues, comme sur des camions ou des remorques et qui peuvent être transportés sur un navire. D'ordinaire, un bateau cargo roulant peut transporter de 6500 à 8500 véhicules. Et dans ce secteur, tant l'offre que la demande manquent d'options alternatives. Selon les données, 5 des 8 entreprises en question comptent pour plus de 60% des parts de marché mondial. Ce qui a fait que ces 8 entreprises ont décidé de s'allier pour poursuivre dans cette récolte de profits élevés. Quand les entreprises ont de plus grandes parts de marché, elles pensent que leur forte compétitivité va porter atteinte à leurs profits. Donc elles vont convenir d'un accord tacite sur les prix en vue d'augmenter leurs profits déjà élevés. Xu déclare que les constructeurs automobiles sont les victimes directes de cet accord tacite. Les dépenses de transport représentent pour environ 5% du prix total des véhicules, rendant ces derniers moins compétitifs sur les marchés étrangers. Mais les victimes ultimes sont les consommateurs. En Chine, de nombreux véhicules importés sont transportés d'Europe ou d'Amérique du Nord. Et les frais élevés de transport sont à la fin réglés par les acheteurs de véhicules. Nous estimons que pour des véhicules dont le prix dépasse les 500 000 yuan, les coûts de transport représentent environ 1% du prix total. Et Xu déclare que seul un marché concurrentiel et juste permettra aux entreprises d'innover et de fournir des articles de haute qualité à des prix raisonnables. De cette manière, les clients pourront obtenir de véritables avantages. La tombe 2 fois millénaire d'un empereur de la dynastie Han, située dans la province du Jiangxi, dans le sud-est de la Chine, continue de livrer ses trésors. Des pièces d'or ont été découvertes et de précieuses informations historiques ont été révélées. Les archéologues ont jusqu'à présent découvert 285 pièces d'or et des lingots en forme de sabots dans la tombe de Haihunhuo à Nanchang, capitale provinciale du Jiangxi. Une vingtaine de plaques d'or ont également été déterrées, chacune mesurant 23 cm sur 10. Il s'agit du plus important lot unique d'objets en or exhumés d'une tombe appartenant à la dynastie Han. On estime que la tombe était le lieu où fut enterré Liu He, le petit-fils de l'empereur Wu. Liu He ne resta empereur que pendant 27 jours avant d'être déposé. Il reçut alors le titre de Haihunhuo ou marquis de Haihun. Haihun est l'ancien nom d'un petit royaume du nord du Jiangxi. Et c'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Je vous retrouve tout à l'heure pour Afrique Info.